On refait les essais. Bonsoir à tous et bienvenue sur Autocassette pour ce nouveau rendez-vous dédié aux essais produits. Vous savez que régulièrement nous passerons en revue une demi-douzaine de modèles avec le regard affûté et sans complaisance de nos experts, tous des professionnels du journalisme automobile. Alors on refait les essais avec Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir. Bonsoir. Mélina Priam, bienvenue, l'Autojournal. Bonsoir. Et Stéphane Meunier, Automobile Magazine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au menu du mois, Golf 7, Mazda 3, Peugeot 5008, Seat Ibiza, Toyota Prius Plug-in et Opel Ampera, l'électrique d'Opel. 5 critères, le style, la motorisation, le confort, les équipements et le rapport qualité-prix. Alors, on va commencer avec une voiture peu connue, mais qui fait peau neuve. Il s'agit de la Mazda 3, une japonaise restylée. Jean-Michel, est-ce qu'elle est bien restylée ? C'est un simple restylage, mais cette voiture, c'est l'occasion de mettre en évidence une marque japonaise qui joue une partition complètement à part sur le marché automobile, dans le monde automobile. Elle fait pas comme les autres. Elle fait pas comme les autres en termes de style. Elle a vraiment une personnalité. Elle est originale aussi sur les solutions de dépollution qu'elle adopte avec des gros moteurs, ce qui est un petit peu étonnant aujourd'hui. Et puis, elle a une philosophie, cette marque, qui est assez étonnante. Par exemple, ses dirigeants disent qu'ils ne voient pas du tout d'un bon œil la perspective de la voiture autonome. Alors, la Mazda 3, c'est une petite voiture discrète, mais sur laquelle il y a plein de choses à raconter. Petite comment, Jean-Michel ? C'est pas une berline, hein ? Alors moi c'est Jean-Luc. Jean-Luc. Petite comment, c'est la taille d'une Golf mais un peu plus grande. Ouais. D'ailleurs c'est la particularité de cette voiture, c'est que dans la catégorie c'est plutôt une des plus grandes et à l'intérieur c'est pas celle qui est la plus vaste et c'est même celle qui a le coffre le plus petit. Donc c'est pas, on dit familial compact normalement et là elle est tout sauf familiale en fait. C'est une voiture avec du caractère, c'est une voiture effectivement qui se démarque de la concurrence. Alors le style, je suis d'accord avec Jean-Michel. En revanche, sur la dépollution, la solution adoptée par Mazda, en l'occurrence sur les moteurs diesel, qui consiste à éliminer les NOx au départ, puisque en fait aujourd'hui, quand on parle de pollution, le problème des particules étant réglé depuis longtemps avec les filtres à particules, on évoque surtout les oxydes d'azote. Mazda a décidé d'avoir un moteur avec un faible taux de compression, qui génère peu d'oxyde d'azote au départ, et il semblerait que ça pose des problèmes de fiabilité sur le long terme. Donc une solution originale, on sait que Mazda aime bien les solutions originales, c'est une marque d'ingénieurs, ils avaient développé le moteur rotatif dont plus personne ne voulait, aujourd'hui ils se sont lancés, ils sont les seuls à faire ça sur les moteurs diesel, c'est pas fatalement la meilleure solution, à l'usage c'est une très très bonne solution, maintenant sur la longévité, il y a malheureusement des choses à dire. Si on revient au style, Mélina. Le style, c'est effectivement une voiture qui est plutôt plaisante à regarder. Maintenant, le restylage est quand même très léger. C'est le jeu des 7 erreurs. Ouais. Donc il y a peu d'évolution, mais c'est une auto qui reste d'une certaine manière, plutôt belle. Les voitures qui sont peu restylées, c'est des voitures dont les constructeurs sont satisfaits. Parce qu'une voiture dont on n'est pas satisfait, on va changer le design. Là, effectivement, c'est des voitures qui ont trouvé une espèce de point commun sur toute la gamme et c'était pas évident du tout. Oui, Stéphane Meunier. Oui, alors effectivement, le style, il est assez engagé, il est assez original. Et toute la refonte, enfin, toutes les améliorations qui ont été apportées sur cette Mazda 3, elles sont cachées. Mais c'est assez japonais, ou allemand à la Volkswagen. C'est-à-dire qu'on ne vous change pas trop l'emballage et on travaille sur ce qui est à l'intérieur. Alors moi, je voudrais quand même faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc. C'est que nous, on a un baromètre fiabilité depuis 20 ans. On fait un top 100 annuel de la fiabilité. Et la Mazda 3, justement, alors là, c'est la nouvelle version, mais ce moteur, il existe depuis plusieurs années. Et c'est typiquement la voiture sans souci. Et c'est une de ses grosses qualités. C'est qu'il y a peu de techno avancés. On pourra en parler après. Donc c'est une voiture, justement, dont une des vertus, c'est la fiabilité. Garantie 3 ans, hein, c'est ça ? Plus ? Non, vous ne savez pas. Garantie 3 ans, oui. Mazda garantie 3 ans, de... comme beaucoup de constructeurs japonais. Ouais. Confort, habitabilité, on est bien dans cette voiture ? Habitabilité, on l'a dit, en fait, c'est vrai que c'est surtout le coffre qui est un peu petit. Le confort se situe dans la moyenne, mais la moyenne des Japonais, son charme est ailleurs. Ouais. Non, c'est pas la reine de l'habitabilité, et Jean-Luc l'a mentionné, c'est une voiture qui est plus grande que la Golf, elle fait 20 cm de plus qu'une Golf.
vous ne les retrouvez pas à l'intérieur. Mais ça fait partie du parti prix design. Pour faire un beau design, il faut laisser un peu de place à la carrosserie aussi. Voilà. Alors il y a un critère qui intéresse tout le monde, c'est les équipements, le multimédia, tout ce qui est voiture connectée. C'est assez dans la moyenne inférieure, dirais-je. C'est pas tellement sur quoi cette marque investit. C'est une marque qui est indépendante, qui se fait un petit peu grignoter par Toyota parce qu'elle a des accords industriels. C'est pas une marque qui est en capacité de suréquiper sa voiture. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une partition qui est relativement minoritaire dans le monde automobile. Et pourtant, Mazda avait fait le choix au lancement de la voiture de la positionner plutôt sur le haut du panier de la catégorie. C'est une voiture qui était dotée de moteurs plutôt puissants, donc avec des tarifs assez élevés, un équipement très complet, mais effectivement pas forcément à la pointe de la technologie. C'est très correct, c'est dans ce qui se fait actuellement. Mais du coup, quand on a en face de soi des Golf ou des 308, c'est difficile sur un segment très concurrentiel de faire sa place. Si on reste une minute sur le multimédia, les équipements de technologie, les Japonais ne sont pas en avance ou par rapport aux Allemands, par exemple C'est pas une question d'avance absolue, c'est une question de choix. De philosophie, c'est les Japonais ne mettent des solutions dont ils sont absolument certains dans leur voiture. Donc une des vertus de la Mazda 3 et une des sources de sa fiabilité, c'est que justement elle n'expérimente pas et elle ne fait pas expérimenter à ses clients. Et à l'intérieur, on a une ergonomie assez classique, mais qui peut rassurer justement des clients qui s'effraient de voir des tablettes tactiles s'afficher partout. Oui. Tu fais bien de parler de l'intérieur. C'est pas un point fort, c'est ambiance demi-deuil. C'est pas drôle du tout. Hein. Mais c'est sérieux. C'est très japonais ou très américain. Les Européens ont quand même souvent un peu envie d'avoir des choses un peu plus chaleureuses. Mais là, c'est. Vous l'avez dit, Mazda, c'est indépendant. Hein. Y a pas de... Totalement. Totalement. Ouais. On termine avec le rapport qualité-prix, peut-être. Est-ce que c'est une voiture intéressante sur ce terrain-là? Alors. C'est correct, mais voilà, elle est bien équipée, mais elle reste quand même assez chère. C'est pas une voiture hyper rationnelle, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Oui. Jean-Michel. Jean-Luc. Je vais y arriver. Ce qu'on peut dire de ce niveau des prix, c'est exactement calé sur une Golf. Oui. Hein, donc on est aussi cher qu'une Golf, entre guillemets, dans la catégorie. En revanche, ce qu'on n'a pas dit, on n'en a pas du tout parlé, c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. C'est une voiture qui, en 1500 diesel, fait 5,7 litres de consommation. Donc, on équivaut au HDI Peugeot ou au TDI Volkswagen. Et c'est une voiture qui est aussi agréable à conduire que la Golf et, on va dire... Ce qu'il faut peut-être préciser quand tu parlais de consommation, c'est que justement, dans le choix technologique de Mazda d'avoir des gros moteurs, c'est pénalisant au niveau du cycle NEDC où les moteurs downsizés prennent l'avantage. En revanche, dans la vraie vie, c'est vrai que l'écart de consommation entre le chiffre annoncé, normalisé et la consommation réelle est beaucoup plus faible. C'est même le constructeur qui a les écarts les plus faibles en moyenne en consommation réelle. Donc on retrouve en fait là un avantage. Vous êtes assez positif sur cette voiture. On se demande pourquoi la part de marché de Mazda en France est aussi faible. Hein. Il y a peu de concessionnaires déjà. Jean-Michel l'a bien dit au départ, c'est une marque qui n'est pas très connue. Enfin, Mazda, c'est très connu, mais on ne sait pas forcément qu'ils font des voitures. Ouais. Après, c'est un réseau qui est beaucoup moins développé que celui de Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault. Donc, c'est un peu des voitures de gens qui connaissent. Moi, elles me font un peu penser, il y a un petit phénomène de compensation, ça me fait un petit peu faire mon deuil presque de Saab. C'est un peu le même genre de voiture, et ce genre de marque a souvent eu des histoires qui sont mal terminées. Saab avait vendu son âme au diable, pas Mazda. C'est un peu une marque de connaisseurs pour les gens qui aiment conduire, parce que c'est quand même une voiture très plaisante à conduire, avec le parti pris au niveau des choix de techno moteur. C'est vrai que ça soigne l'agrément de conduite. C'est une voiture plaisante. On termine sur cette note positive. C'était la Mazda 3. Alors on enchaîne avec une icône, une star qui a 43 ans d'existence exactement, toujours numéro 1 des ventes en Europe, je crois. Voici, mesdames et messieurs, la Golf 7. Stéphane Meunier, une Golf de plus, ou est-ce qu'on continue à vraiment améliorer la voiture ? Alors là, on est vraiment dans le polissage. Hein. Il n'y a pas de refonte. Il faut sortir le triple foyer pour voir ce qui a changé. Donc il y a des LED à l'avant. Il y a des changements à l'intérieur sur
sur la télématique, sur l'électronique, l'écran, l'interface. C'est la voiture compacte la plus vendue au monde. Donc plus de 700 000 voitures exemplaires de Golf vendues chaque année dans le monde. Donc c'est énorme. Après, moi, je trouve que c'est une voiture qui ne change pas et qui m'ennuie. Mais en revanche, elle ne change pas et donc elle rassure 700 000 personnes chaque année dans le monde. Et après, ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est une voiture très homogène, qui a plein de qualités, qui n'a pas de points saillants, mais qui n'a pas de gros défauts, et puis qui offre la palette de motorisation la plus large du marché, avec récemment des versions électriques, des versions hybrides rechargeables, très chères, difficiles à rentabiliser, mais ça existe, c'est incroyable le nombre de moteurs possibles. Jean-Michel. C'est une voiture qui est capable d'aller presque d'un bout à l'autre de la hiérarchie. Je crois que le prix d'entrée de gamme, ça doit être 19 000, un peu plus de 19 000 euros, mais elle peut aller très très haut avec des modèles hybrides rechargeables. Enfin, il y a des choses qui sont très électriques même, qui sont assez remarquables. Ce qui est intéressant dans cette Golf, c'est que, à mon sens, c'est quand même un colosse au pied d'argile, parce que elle est sur un segment. 43 ans. Elle est sur un segment qui est en train de repasser au-dessous des 20% en Europe. Elle est prise en sandwich par les voitures d'entrée de gamme des constructeurs premium, le BMW série 1, etc. Elle est prise en sandwich de l'autre côté par les SUV qui commencent à siphonner les berlines. Donc c'est une voiture qui reste une institution, mais une institution qui commence à avoir des petites failles. Jean-Luc, vous avez essayé l'électrique, la GTI ? L'hybride rechargeable ? Oui. Franchement, l'avantage, c'est ce qu'expliquait Stéphane, c'est que on trouve forcément la Golf à son pied dans la gamme. Ouais. C'est la seule aujourd'hui à proposer ça, et moi je suis très déçu que Peugeot, qui a une 308 qui est formidable, n'ait pas une palette de motorisation plus vaste. Vous n'avez pas d'hybride, vous n'avez pas d'hybride rechargeable, vous n'avez pas d'électrique, vous n'avez pas de... Il y avait même un moteur, alors pour l'instant il n'est pas arrivé sur le restylage, il y avait même un moteur qui fonctionnait à l'éthanol, que moi je trouvais super, qui est le 1,4 litre TSI, qui va arriver sans doute avec le 1,5 litre qui vient d'être présenté, et qui permettra de rouler avec un carburant. Je crois que dans Charente-Maritime ça vaut 43 centimes le litre. Ouais. Voilà. Alors sur la Golf, effectivement, on roule avec l'électrique, qui a progressé, qui n'est pas la meilleure électrique du marché, c'est étonnant quand même de la part de Volkswagen, c'est-à-dire qu'ils se sont fait un peu dépasser, mais qui a progressé, qui a progressé avec la nouvelle version qui dépasse les 200 km réels d'autonomie. On peut aller jusqu'à la GTI, qui reste une icône, ça a progressé. Moi, je me souviens de la GTI de mon enfance qui me faisait rêver. La GTI aujourd'hui, on monte dedans, ça aurait été une voiture de course il y a 30 ans. Quoi. Mélina, vous avez essayé tous les modèles ou tous les modèles, non, pas tous. J'ai notamment pas essayé la nouvelle motorisation qui arrive sur cette Golf 7 avec le 1,5 litre essence. Mais pour reprendre ce que disait Stéphane, la Golf l'ennuie, mais je dirais que la Golf, on l'aime pour les mêmes raisons qu'on la critique. C'est-à-dire c'est une valeur sûre. Oui, elle est un peu ennuyeuse. Oui, à l'intérieur, certains diront qu'elle est un peu austère. Tout est en ordre, bien rangé. Mais c'est aussi pour ça qu'on est bien au volant. On trouve tout de suite ses marques. Elle est bien finie. Au niveau, justement, des équipements... Elle est de mieux en mieux finie. C'est-à-dire qu'il monte en gamme là aussi Non. Elle est bien finie, mais les matériaux sont de qualité. Et puis, tout est bien conçu à bord. Les rangements et tout ce qui est multimédia, c'est évident. On n'a pas à chercher. Il y a du changement là sur le multimédia. Oui, on a un écran qui est un peu plus grand, qui est plus réactif. Bon, il est toujours placé trop bas, parce que l'ergonomie chez les Allemands, c'est des aérateurs à votre niveau. Et puis tout ce qui est connexe est en dessous. Donc, dans tout le groupe Volkswagen, sur toutes les marques Skoda, Seat, VW, on a toujours l'écran qui est grand et réactif, mais qui est trop bas. Mais ça, c'est amélioré. Dès que vous approchez la main, l'écriture grossit. C'est quelque chose qui est, comme l'a dit Mélina, qui est très bien maîtrisé. Alors, il y a juste un point qu'il faut relever par rapport aux motorisations électriques ou aux versions hybrides. Il y a beaucoup, et c'est normal, de communication de la part du groupe Volkswagen, parce qu'il y a quand même un Dieselgate à masquer. Il faut se rendre compte qu'au niveau mondial, ces versions vertueuses, vertes, l'an dernier, c'est 3% des ventes mondiales de Golf, donc c'est rien. Et après, on achète souvent une Golf pour se rassurer. Et malheureusement, c'est loin d'être une voiture les plus fiables du segment.
Elle est plutôt dans le ventre mou, d'ailleurs, du segment. Donc, on a déjà... Toutes les Japonais sont devant, par Mais exemple. qui la menace, en fait? On parle de domination mondiale là, depuis des années et des années. Mais qui menace la Golf? Ça dépend des marchés. Oui. En France, les 308, Oui. la 308 est devant, la Mégane aussi. Bon, après, la Mégane en France, elle est soutenue par un réseau Renault qui est fantastique. En Asie, voilà, les Toyota Corolla vont être devant et tout. Mais c'est un succès mondial incontestable dans son segment. Mais effectivement, tout le monde menace en fait la Golf. Tout le monde veut lui manger la laine sur le dos. Et on se rend compte quand on voit la communication d'ailleurs, y compris la communication publicitaire de Volkswagen, ils mettent en avant des éléments extrêmement courants ou on va dire presque vulgaires parlant de la Golf. C'est son niveau d'équipement, c'est des systèmes de robotisation, de début de robotisation pour la conduite autonome. Ce que fait tout le monde. C'est-à-dire que avant la Golf, elle envoyait un message que personne ne pouvait envoyer. C'est la voiture chic que vous pouvez acheter les yeux fermés pour les gens qui, à la limite, ne connaissent rien automobile, mais qui veulent quand même montrer qu'ils ont un peu de goût. Et ce message-là, il est un petit peu en train de se brouiller. Donc, Volkswagen doit en revenir à des arguments qui sont des arguments classiques. Jean-Luc parlait de l'électrique chez Volkswagen. Vous avez le sentiment qu'ils sont en retard, là? Par rapport à... Sur cette génération, c'est pas une voiture électrique, c'est une voiture électrifiée, Oui. par rapport à une Renault Zoé qui est une voiture 100% électrique. Et effectivement, c'était pas une priorité du groupe Volkswagen. C'est devenu une priorité, ou ça a été remonté dans l'échelle des priorités pour les raisons qu'on connaît. Donc là, on est sur une évolution de la batterie. Il y a une capacité, une autonomie accrue. Bon, c'est pas la meilleure offre électrique du marché. Après, ça n'a rien d'indigent. Et après, sur l'électrique... Mais ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Voilà. D'ailleurs, on voit sur l'évolution de la batterie, ils ont fait un pas de géant en relativement peu de temps. Ça veut dire qu'en fait, les modèles qui vont arriver derrière Ils vont pas rester longtemps en retard. ils vont pas rester très longtemps en retard. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est que la Golf est la seule voiture de son segment à proposer une conduite semi-autonome, puisque tous les systèmes qui sont présents dans le groupe Volkswagen qui permettent d'avoir une délégation de conduite aussi faible soit-elle sont disponibles sur la Golf. Donc on peut avoir une Golf qui fait la même chose qu'une BMW série 7, par exemple. Le rapport qualité-prix? C'est vraiment pas la compacte la plus compétitive. En revanche, il y a des versions essence. On a parlé électrique, on a parlé GTI, on pourrait parler de la Golf R. Moi, je voudrais qu'on attire l'attention sur les petits moteurs essence de Volkswagen, du groupe Volkswagen, qui sont très bien réussis. Il y a une version que nous, on aime beaucoup à la rédaction, c'est la Golf TSI 110 chevaux. Ouais. Donc qui est à 24 660 € en prix de base, qui se contente de 6,7 litres et qui est la bonne Golf à acheter, le choix de raison. C'est une voiture raisonnable, autant prendre une version de raison, et ça c'est une voiture compétitive, et qui, voilà, au quotidien on en a pour son argent. Honnêtement, en euros constants, ça a beaucoup augmenté, la Golf, non? Enfin, comme beaucoup de voitures, Elle a évidemment. changé de catégorie aussi. Ouais. Avant, c'était, quand elle est apparue, c'était une voiture... Enfin, la qui était- GTI de 74... Elle était en face de la et la 205, GTI qui de était- 2017. Une GTI de 76, si vous en trouvez une en Ouais. bon état, faut pas hésiter, faut l'acheter. Oui, bien Si elle a sûr, un prix bien sûr. intéressant. Mais à l'époque, elle était accessible, plus Non, accessible. mais la Golf aujourd'hui est pas vraiment plus chère. Enfin, Volkswagen a quand même fait beaucoup d'efforts sur le rapport prix-équipement. C'est pas la mieux positionnée effectivement sur ce terrain-là, mais c'est pas non plus une Et c'est voiture vrai hors que, de prix. comme le dit Mélina, c'est vrai que compte tenu du fait aussi qu'elle est attaquée de toutes parts, je pense que Volkswagen va peut-être être obligé de réduire légèrement les tarifs, peut-être, et permettre effectivement des négociations un peu plus larges qu'auparavant. Et de faire attention au prix. Donc, c'était la Golf 7, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un instant. Avec AD, 2000 garages et carrosseries partout en France. Devis en ligne sur ad.fr. Avant, acheter une voiture, c'était vraiment le parcours du combattant. Il fallait faire le tour des concessions, négocier avec les vendeurs, souvent plus intéressés par leur commission que par vous aider à trouver la voiture qui vous convient. Forcément, ils ne vendent qu'une marque. Et pour une voiture d'occasion, Ça voulait dire des heures à éplucher les petites annonces, rencontrer le propriétaire sur un parking vide. et prier pour éviter l'escroquerie. Avec aramisauto.com, tout est plus simple. Regardez Pierre, il cherche justement à s'acheter une nouvelle voiture. Si comme Pierre, vous cherchez une voiture neuve, vous avez l'embarras du choix. Du choix et des réductions. Et si vous êtes intéressé par une voiture d'occasion, alors là c'est le top. Aramis Auto a inventé le reconditionnement automobile en usine.
Les voitures sont tout d'abord soigneusement sélectionnées, expertisées, puis révisées et contrôlées. En fait, elles ne sortent pas de l'usine tant que leur état mécanique n'est pas irréprochable. Une fois que vous avez trouvé la voiture de vos rêves, vous la commandez en ligne, par téléphone ou en agence. Et vous n'avez plus qu'à la faire livrer chez vous ou dans l'une des agences Aramis Auto, partout en France. Ah oui, j'allais oublier, vous avez 15 jours ou 1000 km pour ramener la voiture si vous n'êtes pas satisfait et vous faire intégralement rembourser. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, si vous continuez à acheter votre voiture autrement, vous faites comme vous voulez. Mais il faudra vraiment m'expliquer. Avec AD, 2000 garages et carrosseries partout en France. Devis en ligne sur ad.fr. On refait les essais avec maintenant un objet roulant encore peu identifié en Europe, mais qui pourrait confirmer la percée de l'électrique. C'est l'Opel Ampera qui annonce, Mélina, je sais que vous l'avez essayé bien sûr, vous allez nous dire où et comment, 520 km d'autonomie, c'est ça ? Oui. C'est ce qu'on nous promet. C'est ce qu'on nous promet. C'est une promesse. Opel prévient tout de suite que c'est la théorie et tempère en disant que dans la réalité, on peut tabler sur 380, 400 km. Et ça, c'est vrai. Donc voilà. Alors où est-ce que vous avez essayé cette voiture ? Alors moi, j'ai essayé en Allemagne, Ouais. non loin de chez Opel. Et c'est une auto que j'ai trouvée agréable. Comme beaucoup de voitures électriques, vous me direz, puisque c'est des voitures très douces à conduire, silencieuses forcément. Le progrès de l'Ampera i, effectivement, c'est son autonomie, parce que c'est là où ça pêche pour les voitures électriques aujourd'hui. Et c'est une voiture qui ne révolutionne pas forcément encore la catégorie des voitures électriques, mais on progresse petit à petit, et je pense que c'est par là que les voitures électriques arriveront à s'imposer, parce qu'on n'y coupera pas. On voit ce qui se passe autour de nous. Jean-Luc Moreau, le chiffre annoncé, 520 km d'autonomie, c'est le record dans l'annonce, je veux dire. C'est le record dans la catégorie de ces voitures-là, puisque si vous prenez une Tesla, une S 100D, ça va jusqu'à 580 km, me semble-t-il. Mais l'autonomie normalisée, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est que Opel, parallèlement à ce chiffre de 520 km, d'ailleurs, qui n'apparaît pas sur les publicités, me semble-t-il, promet 380 km. Alors ça, c'est l'administration américaine qui homologue la voiture, puisqu'elle est vendue aux États-Unis sous le nom de Chevrolet Bolt, qui homologue la voiture aux États-Unis pour 380 km. Et ça, 380, n'importe qui est capable de faire 380 km. Ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie progresse, mais c'est aussi une voiture qui affiche une puissance intéressante. On est à 204 chevaux. C'est 360 pas une Nm de Tesla, couple, ça veut mais dire qu'au démarrage, si vous faites la course au feu rouge, il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont démarrer devant vous, ça clairement. Vous l'avez essayé où ? Alors moi, je l'ai essayé en Norvège, Sous la puisque neige. la voiture... Non, pas encore. Moi, j'ai eu la chance. C'est Jean-Michel qui a eu la neige. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir la neige, donc ça a permis de faire quelques accélérations sans avoir les roues qui patinent. C'est vrai que franchement, c'est une voiture, je dirais presque normale. Et dire c'est une voiture normale pour une voiture électrique, c'est presque un compliment aujourd'hui. Bon, à part une Tesla qui est vraiment dans une catégorie complètement à part, on monte dedans, on n'a pas le stress de l'autonomie permanent comme on peut avoir dans d'autres véhicules. Quand on accélère, quel que soit le régime auquel on est, ça reprend. En reprise, bon, la vitesse est limitée à 150 km/h, mais quand vous êtes en dessous de 150, on va dire aller jusqu'à 100, vous êtes un peu plaqué au siège. Au-delà, c'est vrai qu'on perd un petit peu ce coup de pied au cul, mais ça reste quand même une voiture qui aurait été considérée comme une voiture sportive pour ses performances. Jean-Michel, on met le chauffage en Norvège sous la neige, dans une électrique, on dépense de l'énergie. Oui, alors on met le chauffage, et ce qui est curieux, ce qui est intéressant comme dans toutes les voitures électriques, c'est que vous avez même la possibilité de savoir quelle proportion de consommation électrique est imputé à votre clim. Nous, c'était 12 ou 13%. Oui, moi j'ai fait moins. Moi j'étais à 7% sur le chauffage. Parce que moi, je suis très frileux. Et donc, bon, ça fait partie aussi de la conduite d'une voiture électrique. Il y a un côté jeu, c'est-à-dire que je vais voir ce que je consomme, je vais voir... Et on conduit même de façon à... Par exemple, il y a un jeu auquel, si j'ose dire, auquel on peut se livrer avec cette voiture, c'est qu'il y a une petite palette très intelligente derrière le volant qui règle l'effet frein moteur. Ce qui fait notamment en actionnant cette palette, vous pouvez conduire votre voiture sans jamais toucher à la pédale de frein. Oui, Stéphane Meunier. Le frein Alors moi, je n'ai pas eu le privilège de mes confrères de pouvoir
passé beaucoup de temps dans cette voiture. Ce que je voudrais signaler par rapport à la remarque de Jean-Michel sur le chauffage, c'est que c'est une voiture qui est annoncée aux alentours de 40 000 €. Il y a un certain nombre de choix techniques qui ont été faits. Par exemple, de ne pas mettre de pompe à chaleur, alors qu'une simple Renault Zoé en a une. Donc ça veut dire que dès qu'on mettra du chauffage, on annonce 13%. Donc ça veut dire 60 à 70 km d'autonomie de perdu. Ah oui, on va vider la batterie, enfin les batteries. Vous allez, pas la vider, mais vous allez en prendre. Donc c'est aussi intéressant de regarder quand on va l'essayer sur la durée, parce que c'est ça qui compte. Je me souviens d'une Nissan Leaf qui avait enchanté la presse automobile à ses débuts, et puis finalement, quand on l'a vécu avec au quotidien, c'était pas le rêve promis. Donc c'est quand même un choix technique qui est particulier, c'est une économie qui a été faite, et sur une voiture à 40 000 €, on peut se poser la question. Mélina, on est bien, c'est confortable, c'est silencieux évidemment, la moindre des choses. C'est silencieux, c'est confortable, c'est un peu ferme en confort. Moi je trouve qu'il y a des remontées de bruit de roulement, mais bon. En revanche, moi je trouve que le système de récupération d'énergie peut surprendre au début, parce que lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur, le frein moteur est il y a deux presque positions, aussi. quand même. Il y a deux positions. En drive ça va, et en L, c'est vrai qu'on récupère. Mais ça fait partie du charme en fait de la Oui, conduite. tout à fait. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Effectivement, on joue avec la palette pour amplifier le frein moteur. Mais il faut s'habituer, il faut accepter peut-être un peu d'adapter sa conduite pour justement préserver l'autonomie. Il vaut mieux parce qu'il y a 430 kg de batterie et on les sent quand même un petit peu. C'est pas une voiture qui est hyper souple à conduire. Il faut le savoir. Hein. Mais cela posé, c'est une voiture qui est agréable à conduire, même si la direction est un petit peu flottante. Mais on a un autre rapport à la voiture quand on conduit ces automobiles-là. On sait qu'il y a une vraie bataille autour des batteries. Celles-ci sont coréennes, elles sont de quelle ordre ? Coréennes, comme toutes les batteries modernes dans les voitures. C'est ce qu'on appelle les batteries. Sauf dans les Autolib. NMC, sauf dans les Autolib, c'est ce qu'on appelle le NMC, nickel, métal, nickel, manganèse, cobalt. Ouais. On a fait des progrès. Oui. Celle-là est, on va dire, au top de ce qu'on peut faire en termes de qualité de batterie et de rendement énergétique. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que 60 kWh, c'est ce qu'embarque la batterie. Il y a un moment, il faut la recharger. Et le vrai souci, c'est pas de savoir si demain les voitures électriques vont être capables de faire 500 ou 1000 km. Les batteries progressent suffisamment pour offrir, je pense, 1000 km d'autonomie à l'horizon 5 ans. Par contre, on a des tuyaux qui sont gros comme mon stylo pour faire le plein. Et le vrai problème, ça va être ça. Cette voiture, d'ailleurs, Opel ne communique pas sur le temps de charge, même en charge rapide à 50 kW. Ouais. Ils disent on récupère 150 km d'autonomie en une demi-heure. Ils font comme Tesla. Tesla vous dit pas le plein prend tant de temps, parce que ça ferait peur aux clients. Si Opel ne communique pas effectivement sur les temps de recharge, vu la capacité de la batterie, il y a des calculs qui sont possibles à faire. Dans le dossier de presse, il y a des éléments qui sont donnés. Après, il y a le rendement des chargeurs, il y a la température extérieure qui compte, il y a le fait si vous avez roulé avant ou pas, donc c'est compliqué. Sur une prise 16 ampères, qui est déjà une prise qualifiée, surqualifiée aujourd'hui, le calcul, il donne 18 à 20 heures de charge. Et dans le dossier de presse Opel, il y a une information sur une wallbox 32 ampères, qui est en gros un investissement de 1000 à 1200 € pour le particulier. Et là, c'est 6 heures. C'est promis 6 heures. Donc là, c'est bien, c'est la nuit, entre guillemets. Mais si vous avez une prise classique 16 ampères, ce qui n'est pas classique, oui, mais enfin, les gens vous êtes à 18-20 heures. Il y a aujourd'hui il y a des aides qui permettent une prise, ça coûte 50 € au final. Donc, c'est important de le noter quand même. Un mot du rapport qualité-prix, parce que alors là, ça compte vraiment. Vous avez dit 40 000. 40 000 le prix, on l'a pas. 39 500 € en Allemagne, et ça sera pareil en France. Il faudra enlever, on peut enlever, a priori, c'est l'année prochaine, ça sera peut-être toujours le cas. C'est pas quel est le destin du bonus. Voilà, 6 000 € et ça sera début 2018, donc plein de choses peuvent se passer. C'est cher pour une familiale, mais c'est une voiture d'avant-garde, sauf peut-être pour le style, parce qu'elle a un côté un peu retour en arrière, elle a un côté monospace, mais qui peut plaire aux gens à qui ça plaisait. C'est une voiture qui est une espèce de bulle en termes de surface vitrée. Aujourd'hui, toutes les voitures ont des surfaces vitrées qui sont réduites. Là, c'est une grande surface vitrée. C'est pas désagréable, c'est une voiture familiale un peu à l'ancienne en style, mais pas du tout à l'ancienne en termes. Et commercialisé en France quand ? 2018. 2018, comme dit Stéphane, beaucoup de choses peuvent se passer. C'était l'Opel Ampera i. La voiture hybride, elle, on passe de l'électrique à l'hybride, continue d'innover. Voici un modèle à part entière, ou alors peut-être une simple transition vers l'électrique. C'est la toute dernière Toyota Prius rechargeable, ou si vous préférez,
plug-in. Jean-Luc Moreau, vous l'avez essayé. Je l'ai essayé. Alors, la principale caractéristique de cette voiture, on va évacuer tout de suite, c'est qu'elle est encore plus moche que la Prius 4. Donc, on se demande... Je suis pas d'accord. Affiné. On se demandait si c'était possible. Eh bien, Toyota, vous en avez rêvé, ou plutôt cauchemardé, Toyota l'a fait. Ils ont réussi à faire une voiture plus moche, et pourtant, elle est beaucoup plus longue que la Prius 4. Ouais. Elle fait 16 cm et demi de plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait des besoins de refroidissement supérieurs pour le système électrique. Et donc, ils ont perdu un petit peu en CX. Donc, ils ont affiné la fluidité de la voiture avec un CX qui est pratiquement équivalent à celui de la Prius 4, mais ça a obligé à allonger la voiture. On aurait pu se dire, en rajoutant du museau et une poupe, qu'ils auraient pu améliorer un petit peu le design. Bon, moi, franchement, c'est pas le cas. Je la trouve encore plus laide que l'autre. Voilà. Ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que sur ce genre de voiture, en fait, ce genre de voiture est destiné à l'Asie et aux États-Unis à 90%. Et les gens là-bas qui achètent ce genre de voiture se considèrent, ils n'ont peut-être pas tort, je sais pas, comme des pionniers. C'est presque un acte militant. Il y en a énormément en Californie, par exemple. Donc les Japonais disent, il faut leur faire une voiture qui ressemble à aucune autre. C'est vrai que l'objectif là-dessus est réussi. Je trouve personnellement que qui ressemble à aucune autre, qui ressemble à quelque chose, justement. Mais là, je pense que celle-là, l'hybride rechargeable, est un petit peu moins tarabiscoté à l'arrière que l'autre. Mais bon, c'est vrai. Mélina, vous la trouvez moche, cette nouvelle Prius ? Je dirais pas moche, mais je la trouve pas belle. Oui, c'est vrai que non, mais voilà, c'est pas une jolie voiture telle qu'on le conçoit pour nous. Il y a effectivement de la part des Japonais la volonté de donner un style très particulier aux voitures hybrides ou électriques. C'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure de l'Ampera, qui elle adopte un look assez classique, de petit monospace. Là, on veut montrer que c'est une voiture écologique, électrique, hybride, voilà, avec un design très, très marqué qui ne plaît pas forcément. Toujours la fameuse transmission à variation continue, la mobilette, toujours. Malheureusement, oui. Oui. Encore plus, parce que, en fait, ce qui s'est passé avec cette voiture-là, c'est que comme elle est plus lourde que la version hybride normale, le rapport final de pont a été réduit, ce qui fait que quand on accélère, d'ailleurs la vitesse maxi a été réduite d'autant, je crois que c'est 165 au lieu de 180 km/h, et quand on accélère, l'emballement, en tout cas quand on est en mode hybride, l'emballement du moteur thermique est encore plus présent que dans la Prius 4, parce que la Prius 4, moi je trouvais qu'elle avait atteint un bon équilibre. On avait perdu vraiment... Là c'est 5. C'est la Prius 5 ? La Prius 4. Ça, c'est la Prius 4. Oui, c'est 4e génération. 4, voilà. D'accord. Et je trouvais qu'elle avait, elle avait atteint une certaine maturité. C'était pas parfait, mais dans un usage normal, c'était pas mal. Ouais. Moi, je roule en hybride Toyota au quotidien et je trouvais que là, bon, voilà, ils avaient fait un vrai effort. Et on est revenu en arrière avec le modèle hybride rechargeable à cause de ce poids supplémentaire qu'il a fallu compenser par une transmission plus courte. Donc en fait, on a perdu cet avantage-là en hybride, tout du moins en fonctionnement hybride. Stéphane Meunier. Alors effectivement, il y a 130 kg de plus entre la Prius classique et la Prius plug-in rechargeable. Donc effectivement, le moteur thermique est plus bruyant. Deuxième inconvénient aussi, c'est que vous avez quelques kilos de batterie supplémentaires qui se trouvent en place arrière, en porte-à-faux arrière un petit peu, et donc finalement, ce qu'on avait, le très bon équilibre qu'on avait sur la nouvelle Prius 4, qui inaugure une nouvelle plateforme Toyota, où vraiment dynamiquement, alors c'est pas une voiture sportive, hein, oui. Mais c'est une voiture qui devient plaisante à conduire. Là, on va un peu en arrière parce qu'on a une masse qui est importante. Et s'il y a une manœuvre d'urgence, cette masse qui n'est pas très bien placée, vous allez la ressentir. Surtout, moi, je pense que le débat entre la Prius classique et la Prius plug-in, c'est le coût, l'écart de coût et l'usage que voudront en faire les personnes. Parce qu'un modèle plug-in, ça veut dire qu'on aura une 50aine de kilomètres théoriques en tout électrique. Il faut voir aujourd'hui en France, par exemple. 50. On a 50. Oui. Ouais, parce que là, on est très critique depuis le début, mais il y a au moins un point où cette voiture a beaucoup progressé, c'est en mode électrique. D'une part, parce que les deux moteurs, parce que dans le système Synergy Draft Toyota, vous avez deux moteurs. Il y en a un qui sert de générateur et un qui entraîne les roues quand on est en traction électrique. Là, les deux moteurs, quand on est en mode électrique, fonctionnent pour entraîner la voiture. Il y a un système de roue libre sur le générateur qui permet de fonctionner pour entraîner la voiture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un surcroît de puissance en mode électrique par rapport à une Prius normale. Donc ça accélère bien quand on est en mode électrique et Toyota promet, alors pour le coup, l'homologation, ils n'en parlent même pas, parce que l'homologation dit 68 km en électrique. Toyota ne communique pas du tout sur ce chiffre-là, eux ils disent 50 km.
Et les 50 km en ville ou même en périurbain, on les fait sans problème. Alors, Jean-Michel. je vais quand même. Oui. Attends, Je vais juste revenir sur le chiffre là. Nous, on a un cycle de mesure à Montlhéry qui est normé et tout. Donc, on a 39 km en ville réelle en tout électrique. Et sur autoroute, ce qui est normal, on n'a que 25 km. Mais 39 km, vous traversez tout Paris en tout électrique. Oui, c'est bien. Ouais. Jean-Michel. Alors d'abord, le prix, qu'on dise les choses clairement, Oui. c'est 36 900 €. Avec Moins le bonus. Un bonus qui est redescendu là à 1 000 €. Ah. Ce qui Ah fait- oui, c'est le bonus à la carte. Un Oui. vieux diesel, vous avez 3005. Oui, voilà. Ah bah oui. Et ce qui pose, à mon sens, ce qui pose le problème du modèle économique de ces voitures. C'est-à-dire que c'est des voitures qui seront achetées, ils en vendent à peu près 400 par an en France, ce qui n'est pas énorme. C'est des voitures qui seront achetées par des gens qui aiment bien la technologie, qui aiment bien les voitures un petit peu originales. On ne peut pas amortir cette voiture, c'est pratiquement impossible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, alors pourquoi est-ce que ces voitures vont se vendre? Et si elles se vendent beaucoup, c'est parce que la réglementation va probablement, et même très probablement, se durcir en France et sans doute davantage ailleurs à court terme, hors de France. C'est-à-dire ces voitures, avec la possibilité de rouler en tout électrique sur une courte distance, risquent d'être les seules ou parmi les seules qui passeront entre les fourches codines des nouvelles réglementations, qui seront des réglementations de plus en plus municipales et pas des réglementations nationales. La France, c'est un petit marché pour la Prius ou on C'est en tout vend petit. Oui. C'est tout petit. C'est tout petit. Au niveau européen, Toyota tape sur 15 000 Prius classiques et il table sur 3 000 plug-in, sachant, comme l'a dit Jean-Michel, qu'il y a des marchés, par exemple la Norvège, où là les hybrides rechargeables sont vraiment soutenus fiscalement, très fortement, et donc forcément il va y avoir des demandes. Alors que c'est une voiture qui est vraiment mondiale, cette Prius rechargeable. En Chine, dans certaines villes californiennes, c'est déjà obligatoire d'avoir ces offres en tout électrique. Et puis elle a une particularité, c'est la première voiture électrique solaire commercialisée. Ah oui, parce qu'il y a le Puisque toit. en France, elle sera disponible avec le toit solaire. Mais c'est un gadget, ça, ou c'est... Oui, on récupère. Totalement. Alors, pas forcément, parce On peut qu'on faire 5 récupère 5 km voilà. par jour. Donc, imaginons Si que vous habitez soyez... dans les dans airs les du Nevada. Alpes-Maritimes. Voilà, imaginons que vous soyez en vacances et vous avez laissé votre voiture sur un parking à l'aéroport, vous allez rentrer, la batterie sera pleine. Ouais. C'est la seule voiture électrique qui c'est- chargera sa batterie c'est à sans l'image- être branchée. C'est à l'image de la voiture, c'est une espèce de démonstrateur, c'est une espèce de voiture qui montre que vous êtes écolo et que vous aimez bien la technologie. Moi, je trouve ça plutôt sympa, le On toit s'est solaire. amusé à faire un petit calcul Ouais. avec le taux d'ensoleillement moyen en France. Ça vous rajoute 720 km d'autonomie par an en tout électrique. C'est déjà pas mal. Par an. C'est déjà C'est pas toujours mal. bon à Déjà pas prendre, mal. oui. Sachant que le surcoût entre une Prius classique et une Prius plug-in, et qui est de l'ordre de 4 à 5 000 euros, il faut vous faire plus de 120 000 km en tout électrique pour amortir. Donc franchement, le conseil, en France Donc, il faut aujourd'hui, qu'il c'est la fasse très beau, Prius alors. classique. Mélina, pour conclure, on prend du plaisir à rouler dans cette voiture, à la conduire, à la piloter, ou pas plus que ça? On ne s'ennuie plus. On joue à essayer de ne pas déclencher le moteur thermique. Ah oui, Voilà. oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est comme le dit but, Jean-Michel, on c'est joue, le quoi. but- C'est le but du jeu, voilà, parce qu'en plus, une fois qu'on lance le thermique, ça ne devient pas forcément c'est très casse-pied. agréable, c'est bruyant. C'est quand même pas une voiture très agile, on a dit, elle est plus lourde, plus longue. C'est un rapport qui est complètement C'est- différent. mais Il on faut conduit- accepter, voilà. Je suis d'accord, on On conduit fait le challenge différemment. d'éco-conduite quand on conduit une hybride. On On fait conduit jamais différemment le... quand on monte dans une voiture pas le Grand Prix de électrique Monaco. ou hybride. On devient beaucoup plus Zen. C'est vrai, ça fait un peu cliché de le dire, Mais ça vient, c'est ça vient vrai. naturellement et ça fait que cette voiture est pas si... Moi, je me suis pas tant ennuyé que ça. Mais c'est vrai que c'est calme, quoi, zen. Toyota Prius rechargeable, on se retrouve dans un instant. Avec AD, 2000 garages et carrosseries partout en France. Devis en ligne sur ad.fr. Avant, acheter une voiture, c'était vraiment le parcours du combattant. Il fallait faire le tour des concessions, négocier avec les vendeurs, souvent plus intéressés par leur commission que par vous aider à trouver la voiture qui vous convient. Forcément, ils ne vendent qu'une marque. Et pour une voiture d'occasion, Ça voulait dire des heures à éplucher les petites annonces, rencontrer le propriétaire sur un parking vide. et prier pour éviter l'escroquerie. Avec aramisauto.com, tout est plus simple. Regardez Pierre, il cherche justement à s'acheter une nouvelle voiture. Si comme Pierre, vous cherchez une voiture neuve, vous avez l'embarras du choix. Du choix et des réductions. Et si vous êtes intéressé par une voiture d'occasion, alors là, c'est le top. Aramis Auto a inventé le reconditionnement automobile en usine.
Les voitures sont tout d'abord soigneusement sélectionnées, expertisées, puis révisées et contrôlées. En fait, elles ne sortent pas de l'usine tant que leur état mécanique n'est pas irréprochable. Une fois que vous avez trouvé la voiture de vos rêves, vous la commandez en ligne, par téléphone ou en agence. Et vous n'avez plus qu'à la faire livrer chez vous ou dans l'une des agences Aramis Auto, partout en France. Ah oui, j'allais oublier. Vous avez 15 jours ou 1000 km pour ramener la voiture si vous n'êtes pas satisfait et vous faire intégralement rembourser. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, si vous continuez à acheter votre voiture autrement, vous faites comme vous voulez. Mais il faudra vraiment m'expliquer. Avec AD, 2000 garages et carrosseries partout en France. Devis en ligne sur ad.fr. La voiture en famille, on refait l'essai de la grande sœur du 3008 Peugeot, le 5008, un grand SUV 7 places, segment en pleine effervescence. Stéphane Meunier, c'est une réussite ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Ouais. Voilà, quand vous êtes père de famille, famille un peu consistante, hein, vous avez la problématique d'avoir des sièges à l'arrière, un coffre à la hauteur, du volume, et de pas trop vous ennuyer quand vous êtes au volant en famille, mais aussi quand vous êtes au volant tout seul, ce qui arrive parfois. Et c'est ce que fait le 5008. Et dans un sens, si on a une contrainte de famille, je trouve que c'est un produit encore plus abouti que le 3008, que je trouve un peu trop fashion à mon goût. Là, il y a un contenu. Vous avez 3 sièges indépendants à l'arrière qui sont glissants. Vous avez 2 strapontins en dépannage sur le 3e rang que vous pouvez ôter sans être Monsieur Muscle. Vous avez un tableau de bord extraordinaire, une des meilleures ergonomies du moment. C'est le même que le 3008 ? Exactement. Une agilité qui est proche de celle du 3008, un confort qui est un peu plus ferme quand vous roulez vide, mais une fois que vous êtes chargé, vous retrouvez vraiment l'excellence Peugeot. C'est la fête des pères. Voilà, Mélina. Stéphane a tout dit, non, c'est vrai que c'est une Et voiture... des mères. C'est une voiture agréable à conduire. C'est un peu le compromis idéal entre l'aspect fonctionnel qu'offre un monospace, qui était jusqu'à il y a peu la voiture familiale par excellence, et puis le look à la mode d'un SUV. Moi, je soulignerais simplement que sur la première génération, 3008 et 5008 étaient plus distincts en termes de style. Là, c'est vraiment le grand frère, puisque jusqu'au montant central, c'est strictement la même voiture. À bord, c'est également la même ambiance, mais c'est pas du tout une critique, parce que c'est vrai que l'ambiance de la 3008 et donc du 5008 est vraiment agréable. Jean-Luc, c'est un gros 3008, non, ou c'est autre chose ? Mais c'est un gros 3008, mais alors il paraît gros. Et en fait, il s'est mis au régime pour aller à la plage et il n'est pas très lourd. Et ce qui m'a étonné, moi, sur cette voiture, c'est que le premier moteur que j'ai essayé, c'était le 1,2 litre PureTech, essence, donc 130 chevaux, avec la boîte automatique AT6. Et franchement, le mariage, on se dit, pour une grosse voiture comme ça, familiale, on se dit, oh là là, un 3 cylindres, un 1,2 litre, ça va être juste. Et en fait, vraiment, en agrément, alors j'ai pas roulé chargé avec toute la famille à bord, mais déjà en agrément, on a roulé gentiment, et puis les routes ont permis vraiment de taquiner un peu l'auto. On peut presque rouler sportivement avec. C'est un moteur qui sait tout faire. Il sait être gentil, il sait être un peu hargneux, il a une belle sonorité. Donc on est vraiment surpris, parce que même avec les petits moteurs, cette voiture, elle est franchement pas mal. C'est la star des moteurs chez PSA, hein, ce 130 chevaux. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais ce qui m'intéresse surtout dans cette voiture, ce que je peux dire, c'est que c'est une voiture qui évolue un peu avec la sociologie, parce qu'il y a en ce moment une espèce de multiplication de gros SUV comme ça, qui sont des 7 places, enfin des 5+2. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est d'ailleurs effectivement ce que disait Mélina, c'est le marché des grands monospaces qui est siphonné aussi par ces voitures-là. Parce que c'est pas une espace Renault. Non. Et puis il y a des éléments aussi intéressants. Elles se vendent, ces genres de voitures-là, les 7 places se vendent beaucoup plus en France ou en Chine qu'en Allemagne, où la démographie est moins importante. Les constructeurs ne le crient pas sur tous les toits, mais ils vous disent que leurs études montrent que c'est aussi une corrélation avec le phénomène des familles recomposées, par exemple. Donc c'est une voiture qui a compris aussi dans quelle société elle est. Et c'est bien que Peugeot s'y mette. Multimédia, les équipements, la
connectivité de la voiture, c'est un salon roulant On ou peut pas? peut-être ajouter quelque chose à ce que disait Jean-Michel, c'est que, alors c'est rare dans les essais de faire ça, mais moi je suis monté aux places complètement à l'arrière et j'ai fait 50 km. Là, les 7 places, les deux strapontins. C'est pas des strapontins. C'est des alors, petits- effectivement, l'assise est un peu ferme parce que la mousse n'est pas très épaisse, mais c'est pas inconfortable du tout. On peut voyager à l'arrière. Ça reste des places d'appoint. Quand Oui, même. Pour oui, des adultes, oui. ça reste des places d'appoint. C'est sûr qu'il vaut mieux être derrière le volant. Mais... Et il faut quand même préciser que quand on est en configuration 7 places, il ne reste plus grand-chose on a pour les 180 litres bagages. de coffre, hein, donc c'est pas beaucoup. Mais en revanche, c'est une 5 places avec un coffre géant. Oui, C'est ça, Bien sûr, oui. c'est en ça que c'est une vraie familiale. Oui, Nous, à l'Automobile Magazine, on vient de faire un comparatif avec un grand Scénic, un Scénic long. Parce que vous parliez de l'espace, mais l'espace, c'est... Alors, Oui, 5008, c'est 4,64 m, un espace, c'est 20 cm de plus. Oui. Donc, le vrai concurrent chez Renault, c'est le Grand Scénic, qui est un monospace dans l'esprit, et il est beaucoup moins fonctionnel, moins habitable, moins pratique que le 5008. Donc là, il y a quand même prouesse. Alors, on va terminer avec le rapport qualité-prix. Ça coûte cher, hein. On est quand même dans des zones de prix... Alors, Peugeot a fait un très beau produit, hein, ils ont mis plein de choses dedans, donc ils vous le font payer. Si on prend une version, alors il y a la version PureTech 130 chevaux essence qui est très bien, il y a une autre version qui est très bien aussi, c'est le 1600 Blue HDI 120 avec une consommation certifiée par nous de 6 litres d'eau en moyenne, donc c'est une voiture très sobre pour une grosse familiale. Et là, on est à 36 750 €. Donc, le 3008 n'était pas donné, le 5008 est un petit peu plus cher. Donc voilà, alors, il faut quand même un billet de 35 000 € pour s'acheter un 5008 qui fasse plaisir. Ouais. La stratégie de Peugeot, c'est effectivement de pratiquer des prix qui sont plus élevés qu'avant, mais aussi de maintenir une valeur de revente de leur modèle qui permette de réduire l'écart. Parce que comme tout se fait en LOA maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est important pour une marque, c'est d'avoir justement une valeur de revente élevée. Mais en Donc, termes c'est aussi- d'équipement, c'est justifié. Le prix est aussi justifié compte tenu des équipements. Il y a franchement, mais ça on l'avait dit sur le 3008, il y a un tableau de bord Ouais. qui est extraordinaire, Ouais. qui est une démonstration d'ergonomie pour tous les constructeurs. Il y a un... Que vous appréciez tous, vous qui roulez sans arrêt. Parce que c'est une révolution, ce tableau de bord Il a PSA. été beaucoup critiqué Absolument. au début. Oui, Alors, parce que dans en ses fait, là, premières versions. ce qui s'est passé, c'est que le volant maintenant a deux plats qui vous permettent de voir les compteurs. Parce que avant, Oui. quand ce tableau de bord est arrivé sur la 308, Tout le monde s'est c'est dit, vrai, il y en a certains avec certains réglages de volant, ça cachait les compteurs. Bon, désormais, on n'a plus ce problème-là, et c'est vrai que c'est pas mal. Puis il y a des équipements, moi je suis assez sensible à la qualité audio Oui. dans les voitures, et là vous avez une installation focale en option qu'il faut absolument prendre si on aime la musique, Oui. avec une qualité sonore, franchement, qui est vraiment géniale. Voilà. Et c'est français en plus, focal. Ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est que vous avez la modernité avec un écran tactile, mais vous avez aussi des raccourcis physiques très bien placés, où vous avez un retour d'effort. Donc toutes les générations de 18 à Oui. 98 Oui. se retrouveront à l'aise dans cette ergonomie parce que c'est du tactile, c'est du vrai. Voilà, il y a quand même une démonstration là-dessus qui vaut sur le Donc, le détour. Virtual Cockpit, donc qui permet de paramétrer les compteurs, il est en série dès le modèle de base. Ouais. Qu'on appelle e-cockpit. Ouais, e-cockpit. Sinon, Audi c'est va chez pas être Audi, content. voilà. Mais on comprend, Ah oui. mais on comprend mieux. Ah oui, avec, parce que Audi. c'est déposé par Audi. Oui, sans doute. Ouais, d'accord. non seulement c'est original, mais en plus c'est beau, quoi. Oui, 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 C'est, oui, ça a de la c'est gueule. vraiment le... Donc c'est pas bien, quoi, au final, c'est ça. Le 5008, ne l'achetez pas. Peugeot 5008, donc vous l'avez compris, ça a plu à nos essayeurs. On s'intéresse maintenant à celle que Jean-Michel Normand appelle une espagnole au sang froid. C'est la nouvelle Seat Ibiza, 5e génération, avec une plateforme inédite. Jean-Michel Normand, une espagnole, bien sûr. Une espagnole qui n'est Puisque pas... c'est une ancienne marque espagnole, enfin elle l'est toujours, mais elle est propriété du groupe Volkswagen. Absolument. Et on s'en rend compte très vite. Ça a été longtemps le vilain petit canard Seat dans le groupe Volkswagen. C'était une des seules marques qui perdait de l'argent. C'était une marque qui avait beaucoup de mal à se positionner. On se demandait même pendant un certain temps si Volkswagen allait continuer à faire vivre cette marque. Apparemment, la question est réglée. C'est oui, il y a quatre modèles qui sortent cette année. L'ATK, l'Ibiza, la Leon et l'Arona, qui est un petit SUV. Et pour revenir sur l'Ibiza, elle inaugure à elle, s'il vous plaît, une plateforme de l'ensemble du groupe Volkswagen. C'est-à-dire qu'elle est la première à bénéficier de la petite plateforme où il y aura la qui Polo, sera etc., oui. qui va être la base de la Polo. Moi,
petit malaise que j'ai par rapport à cette voiture, c'est que elle ressemble vraiment... Enfin, c'est une Volkswagen générique, ou c'est une Volkswagen, une Volkswagen... c'est un dérivé de Volkswagen, voilà, une Volkswagen dégriffée. Moins cher, avec pratiquement le même intérieur, sauf que si vous regardez de plus près, c'est un petit peu moins bien fait. Je trouve que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est le style extérieur qui reste extrêmement germanique, extrêmement anguleux. Ils ont totalement renoncé à faire une voiture un peu latine, et en plus, ils nous expliquent que cette voiture doit provoquer l'émotion. C'est pas évident de raccorder tout ça. C'est plus auto-émotion, mais par contre, c'est une voiture qui est un petit peu suspendue sèchement, mais qui est une très bonne voiture, parce que c'est comme les bons plats faits à partir de bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses dedans, donc ça peut difficilement faire une mauvaise voiture. Jean-Luc, c'est une Volkswagen Les Ibers sont rudes. C'est pour la suspension sèche. Les Ibers sont rudes, d'accord. Il fallait la faire. Bravo. Pas mal. Non, moi c'est le... Alors, j'ai pas roulé avec l'Ibiza. Mais c'est vrai que récemment, je viens de rouler avec 2 autres modèles Seat. Mon vrai souci avec Seat, et c'est vraiment une question philosophique, c'est pas des mauvaises voitures. Il n'y a pas vraiment de choses critiquables dans ces voitures-là. Mais par contre, il n'y a pas de points extrêmement positifs qui vont les sortir du lot. Donc au final, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi acheter une Seat ? Et on ne trouve pas la réponse derrière. Oui, parce que tout est Volkswagen. Parce que le Emotion, pour moi, je ne l'ai pas, l'Emotion. C'est moins cher. Voilà, c'est moins cher, oui. Quand je rentre dans la voiture, la seule émotion que j'ai, c'est de me dire, la planche de bord, franchement, ça fait Allemagne de l'Est, quoi. Ouais. On revient quelques années en arrière. Il manque le petit peps qu'on attendrait d'une voiture espagnole. Mélina, vous l'avez pilotée ? Non, je ne l'ai pas conduite. Je trouve Jean-Luc un peu dur quand il parle de voiture. Je suis un peu dur, mais ça se reflète dans les ventes de Seat en France, en tout cas. Non, mais on sait que, je veux dire, le groupe Volkswagen duplique ses recettes chez Seat, chez Skoda. Oui, mais chez Skoda, ça marche un peu mieux. Oui. Et ils sont dans le rouge, Seat, en France ? Ils sont gagner de l'argent. Maintenant, ils gagnent de l'argent. Oui. L'ATK marche bien, je crois. Oui. C'est le SUV, ça. L'ATK, c'est un Tiguan avec pour 4 000 € de moins et un petit peu moins bien fini, donc forcément, ça marche. Oui. Et là, l'Ibiza, c'est la Polo, la future Polo, puisque effectivement, techniquement, elle inaugure un nouveau châssis en moins cher. Le différentiel de prix est toujours celui que vous indiquez, c'est-à-dire 2-3 000 €, par rapport à Volkswagen, je veux dire. Alors, effectivement, là, sur la nouvelle Ibiza, on a un prix d'entrée de gamme à 13 800 €, donc c'est compétitif pour le segment. Il faut signaler, dans le prolongement de ce que disait Jean-Michel, c'est que c'est donc une nouvelle plateforme MBQ A0 qu'on va... Donc c'est important dans la symbolique, parce que c'est la première fois que Seat ne réchauffe pas les plaies des autres. Oui. Ils inaugurent une plateforme qui a une vertu, c'est une très grande largeur, ce qui permet donc vous avez une longueur qui est maîtrisée puisque c'est une petite voiture, mais vous avez une très grande largeur, vous avez quasiment 5 cm de plus que les autres, donc vous avez une habitabilité intérieure très grande, record pour la catégorie, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la Polo. La déception sur cette nouvelle plateforme, c'est que le confort n'est pas vraiment à la hauteur. C'est quand même un problème récurrent chez Volkswagen. C'est plus ferme que Volkswagen. Oui, ça a été typé plus ferme en plus, parce que je crois que ça participe au positionnement émotion de la voiture. Les Seat sont souvent typés plus fermes, justement pour insuffler une petite sportivité, quelque chose. Donc sans doute que les réglages seront différents sur. Oui, tout à fait. Mais on a presque l'impression que c'est artificiel, parce qu'il ne faut pas que ça soit aussi confortable qu'une Volkswagen, donc on va la rendre un peu plus dure. Sachant qu'une Volkswagen, c'est pas la référence du confort, puisque vous avez beaucoup de mollesse en débattement, mais en amortissement, en filtration, ça reste trop ferme. Donc là, c'est un peu exacerbé. On a le même phénomène sur la TK, entre le Tiguan et la TK. C'est-à-dire que la TK, pour faire plus sportif, il est anormalement ferme. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'au quotidien, ça vous apporte rien. Mais effectivement, cette voiture, cette Seat, c'est quand même une voiture de reconquête. C'est une voiture qui est bien placée en prix. Quand vous mettez les équipements qui vous font plaisir, là, on est plutôt à 18-19 000 €. C'est quand même intéressant. Et elle a quelques mois pour faire la différence, parce que bien sûr, il y a la nouvelle Polo qui arrive à la rentrée. Et surtout,
il y a la nouvelle Ford Fiesta qui arrive. Et ça, quand vous oubliez la Peugeot 208 ou la Renault Clio, ce qui n'est pas possible de faire en France et en Europe, la Renault Clio, c'est la voiture la plus vendue du segment, vous retrouvez la Ford Fiesta. Et là, la bagarre, elle va être fantastique à la rentrée. Vous parliez de Skoda il y a un instant. Quelle est la correspondante de Skoda pour Seat Ibiza? Il n'y en a pas. Il y en a C'est pas. la Si, c'est la Fabia. Fabia. Bah, ça Fabia, sera la Fabia, mais la Fabia. Fabia est un peu au-dessus. C'est Alors, la Fabia, comment mais c'est- c'est l'ancienne génération. Plus longue, ouais. Oui. Qui commence effectivement Dans à la avoir Fabia, un peu, pas un peu du de tout. bouteille. Alors là, franchement, autant il y a des produits Skoda Ah ouais. très compétitifs, Oui. autant la Fabia, c'est pas Oui. la référence chez eux. Et c'est un produit qui va être renouvelé l'année prochaine. Oui, Oui. je pense Et que sur la c'est- tristesse, l'Allemagne de l'Est, dont parlait Jean-Luc. Non, mais je dirais que c'est propre à toutes les voitures du groupe. C'est pas des voitures Oui, souriantes. mais c'est encore moins fun dans une Seat que dans une C'est vrai Volkswagen, que donc c'est un petit peu dormant. Une voiture espagnole, un peu on attendrait dommage, peut-être on un peu plus attend- ouais, d'originalité. voilà. Oui. Sur Un peu de une fantaisie, quoi. petite Oui. voiture aussi, on C'est attendrait là quelque où on- chose d'un peu plus Et puis elle s'appelle lumineux. Ibiza, alors Ouais, donc oui. on attendrait, voilà, un peu. C'est là où on voit ce qui coûte cher dans une voiture. Dans une voiture, l'habitacle, le tableau de bord, ça coûte horriblement cher. C'est pour ça qu'on standardise, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un tableau de bord particulier pour les marques. C'est un petit peu dommage. Et là, vraiment, il y a presque de la mauvaise volonté à se démarquer de Volkswagen, parce que c'est gris. Enfin, c'est vraiment C'est un noir. peu Où est-ce qu'elle est fabriquée? à côté de Barcelone. À côté de Barcelone, oui. Donc elle est quand même espagnole, d'une certaine manière. Merci à vous tous. C'était On refait les essais. On se retrouve très prochainement.